Bonsoir à tous, vous êtes au bon endroit sur Noah pour la rentrée de 20h, le rattrapage, votre émission qui décrypte l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Et pour nous accompagner ce soir, Sophie Panonacle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée En Marche de la 8e circonscription de la Gironde, celle située autour du bassin d'Arcachon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je vous propose de regarder ce clip qui a fait la une de l'actualité cette semaine où des personnalités dénoncent les violences faites aux femmes. Sophie Panonacle, vous êtes membre de la délégation aux droits des femmes. Vous avez également participé au projet de loi porté par Marlène Schiappa contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un dossier qui vous tient à cœur. Absolument, c'est un dossier sur lequel j'ai voulu m'engager dès le début de mon mandat, c'est-à-dire il y a 2 ans, où j'ai été effectivement élue secrétaire à la délégation aux droits des femmes. Ce sujet est un sujet tabou. Heureusement, depuis maintenant de nombreux mois, la parole se libère et je crois que c'est ce qui fait avancer cette problématique des violences faites aux femmes, de manière plus générale de l'égalité femmes-hommes, mais là précisément des violences faites aux femmes. Vous êtes également référente régionale sur le Grenelle des violences conjugales. Et cette semaine, un cap symbolique et terrifiant a été franchi. 101 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou leur ex-compagnon. Ce n'est plus une urgence là, mais une extrême urgence. Alors pas seulement sous les coups, parce que les femmes ne sont pas assassinées uniquement par des coups, mais souvent par des armes à feu ou des armes blanches également. Effectivement, c'est un chiffre absolument dramatique. Il faut qu'il diminue, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il disparaisse. On souhaite arriver à zéro femme tuée sous effectivement la violence de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc il y a effectivement cette loi Schiappa qui a fait avancer un certain nombre de sujets, avec la prescription en cas de viol, avec le renforcement des peines par rapport au viol des mineurs, avec effectivement le harcèlement de rue sanctionné. Un grand nombre d'amendes ont été données cette dernière année. Il n'y a pas que cette loi, il y a également un certain nombre de dispositifs en plus de la loi qui ont été pris depuis 1 an. Par exemple, le signalement en ligne 24 heures sur 24 en cas d'agression, c'est extrêmement important. Et là, on arrive à un nouveau stade, effectivement, avec le Grenelle. Donc, le 3 septembre a été lancé le Grenelle contre les violences conjugales en écho au 3919, un numéro extrêmement important, un numéro d'écoute 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à destination, bien sûr, des femmes victimes de violences, et pas que, puisque l'on pourrait, en tant que voisin, simplement signaler un cas qui nous paraît suspect. Je vous propose de regarder ce reportage. Cette semaine, la préfète de Gironde, Fabienne Bussiot, visitait un foyer à Senon, en Gironde, un foyer qui accueille des femmes battues et leurs enfants, un centre d'hébergement qui, vous allez le voir dans ce reportage, est débordé. Voilà 2 mois que Sophie s'est réfugiée avec ses 3 enfants au centre d'hébergement et de mise en sécurité de l'agglomération bordelaise. Ça m'a permis de sortir de la violence en fait. Et de pouvoir plus retourner dans les situations de chez monsieur. Avec la violence et pouvoir avancer en fait dans ma vie sereinement avec les enfants. Comme Sophie, elles sont une dizaine de victimes à se reconstruire dans ce foyer. L'an dernier, il a accueilli 109 femmes pour plus de 800 demandes. On répond au maximum de nos capacités et voilà, on ne répond pas à tous les appels, malheureusement. Dans 80% des cas, on répond qu'on est complet. Il manque 6 fois les moyens qui sont apportés. 6 fois les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que c'est 70 millions d'euros qui sont consacrés aux violences faites aux femmes. Il faudrait 500 millions. Voilà. En Espagne, ils sont au milliard, je crois. Le manque de places et de moyens sont bien sûr au cœur du Grenelle des violences conjugales. Mais les préconisations des associations sont bien plus vastes. Il faut que la justice dise non aussi, puisqu'on est à 101 personnes aujourd'hui, 101 femmes mortes. Je pense que ça veut dire que ça ne fait pas peur de violenter une femme. En effet, il faut qu'il y ait une véritable politique de répression vis-à-vis de ces hommes. Des propositions concrètes que cette association a remises ce matin à la nouvelle préfète de Gironde, venue la rencontrer. Une première depuis la création de ce centre, voilà 10 ans. En France, 1 femme sur 10 est victime de violences conjugales.
Sophie Panonacle, on vient de le voir, le nombre de places dans les foyers, c'est une question cruciale. Le gouvernement l'a annoncé, 1000 nouvelles places seront créées à partir du 1er janvier 2020. C'est peu. C'est insuffisant, sans doute. C'est 1000 places de plus, donc on peut tout de même le remarquer. C'est insuffisant. J'ai, sur ma circonscription, essayé de mettre en place, là encore, la mise à l'abri de ces femmes. Comment procéder ? Eh bien, nous avons envoyé un courrier à l'ensemble des bailleurs sociaux du département pour les interpeller et leur demander de réserver des logements uniquement pour ces femmes victimes de violences. 2 ont répondu positivement, Domo France et Aquitanis. Donc c'est une solution que moi je vais personnellement proposer effectivement dans le cadre de ces violences au gouvernement. Pourquoi ne pas généraliser effectivement un pourcentage de logements au niveau des logements sociaux réservés à l'accueil de ces femmes. Alors ce ne serait pas du logement d'urgence, ce serait ce qu'on appelle plutôt du logement temporaire entre on va dire la semaine passée l'urgence et peut-être 6 mois ou 1 an, le temps que ces femmes se reconstruisent, trouvent peut-être un emploi, puissent effectivement repartir sur de bonnes bases. Donc il y a aussi des moyens qui n'ont pas été explorés et que l'on pourrait sans doute généraliser au niveau national. En tout cas, sur la circonscription du bassin d'Arcachon, ça fonctionne. Il suffit maintenant de trouver des financements. Je ne suis pas inquiète. Sophie Panonacle, je vous propose à présent de partir dans le Pays Basque avec cette initiative lancée par Alain Ducasse en 2015, Des étoiles et des femmes, un programme qui met en relation des chefs étoilés avec des femmes sans emploi. Le but, favoriser la mixité dans les métiers de la restauration. On regarde et on en discute juste après. Travailler à Biarritz, dans le restaurant gastronomique d'un prestigieux hôtel, un rêve qui peut se réaliser. Robert Job, le chef du Miramar, a accepté de participer au projet des étoiles et des femmes. Dès octobre, il sera le tuteur d'une future diplômée en CAP cuisine, en quête d'emploi et issue de quartiers prioritaires du BAB. On doit prendre un apprenti et lui donner envie de ce métier. On doit choisir nos futurs apprentis pour un projet qui nous paraît innovant et séduisant. Accompagnées par Pôle emploi et l'association d'insertion Horizon, elles sont 19 femmes à postuler à ce projet imaginé par Alain Ducasse. Le principe, un job dating collectif avec 12 grands chefs basques, quelques minutes pour convaincre et peut-être changer de vie. Ça va être une opportunité pour moi pour que je puisse vraiment réaliser mon deuxième rêve. Je suis vraiment très attirée par la variété de la gastronomie. Ce CAP en 9 mois se déroulera 22 semaines en centre de formation et 14 semaines aux côtés des grands chefs. Les candidates sélectionnées seront rémunérées pendant la formation. La formation est entièrement gratuite pour elles. Et de surcroît, les opérateurs, Pôle emploi notamment, vont se mobiliser pour accompagner ces femmes. 12 candidates seront retenues à l'issue de ce job dating avec les chefs. Ça s'est plutôt bien passé. Les chefs sont cool, ils nous ont mis à l'aise, donc ça a été facile d'échanger avec eux. Je cuisine depuis que je suis toute petite avec mon père, donc ça a toujours été une passion et j'adore. Ce projet a déjà formé en France 200 femmes avec un taux de réussite de plus de 90%. Sophie Panonacle, puisqu'on parle de l'égalité homme-femme, je pense à l'égalité salariale. Il y a du travail encore là-dessus. Bien sûr, ce reportage est intéressant dans le sens où il va permettre, puisqu'on parlait des violences faites aux femmes sans doute moins favorisées que d'autres, de se reconstruire, de se réinsérer. Et c'est un moyen par la profession. Voilà, c'est de donner leur chance à ces femmes, c'est un nouveau départ. Donc bravo pour cette initiative. Quant à effectivement l'égalité homme-femme au niveau professionnel, elle est extrêmement importante. Il y a de grandes disparités aujourd'hui, à la fois dans les salaires, à la fois dans les fonctions, puisque le plus grand nombre de postes à haute responsabilité sont occupés par des hommes. La loi prévoit déjà un certain nombre de mesures. L'égalité des salaires, elle est dans la loi. Il faut simplement imposer aux entreprises l'application de cette loi. C'est ce qui est en cours. Il y a même des contrôles en cours sur les plus grandes entreprises. Donc on va y arriver. Donc c'est un contrôle. C'est dommage d'en passer par là, mais il faut simplement que les entreprises aujourd'hui jouent le jeu. La loi prévoit l'égalité salariale. Il n'y a aucune raison qu'une femme soit payée sur un poste équivalent moins qu'un homme. Ça n'a pas de sens. Il faut sévir. Il faut sévir, effectivement, et les entreprises qui ne respecteront pas cette égalité salariale seront sanctionnées, auront une amende, tout simplement. Alors, en espérant que le plus grand nombre n'en arrive pas là et que cette égalité salariale soit respectée. Ça paraît tellement évident que ce serait regrettable qu'on en arrive à
à des sanctions financières. Je vous propose à présent de passer à l'une des actualités principales de la semaine. C'est évidemment la rentrée scolaire. En avril dernier, Emmanuel Macron annonçait ne pas vouloir de fermeture d'école. Pourtant, cet été, 359 établissements ont fermé leurs portes. Mais ce n'est pas le cas de la petite école de Flaya, en Creuse, qui compte 8 élèves seulement. 1, 2, 3. C'est bon? Ben, c'est très bien. Vous avez tout... Alors maintenant, vous allez remettre ça dans le sac. Un enfant en moyenne section de maternelle, 2 chez les grands, 2 élèves de CP, 1 en CE1 et les 2 plus âgés en CM1 et CM2. C'est la composition de cette classe unique. Pour l'enseignant fraîchement arrivé, il faut donc jongler entre les programmes. C'est très compliqué parce qu'en fait, il faut préparer pour 6 niveaux. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de développer l'autonomie et puis l'entraide et la coopération entre les enfants. On a observé que dans une classe unique, les enfants sont beaucoup plus autonomes. La salle voisine est vide car l'an dernier, il y avait encore 2 classes. Mais sur 21 élèves, 8 sont partis au collège et certains parents ont préféré inscrire leurs enfants ailleurs. Une situation que regrettent les communes de Flaya et Saint-Mère-la-Breuil, regroupées en bassin scolaire. Il y a eu un départ sur les communes voisines. Il semblerait que les parents d'élèves soient un petit peu frileux pour certains de leurs enfants pour intégrer une classe unique. Il y a encore 8 ans, l'école comptait une 50aine d'élèves. Aujourd'hui, le principal problème, c'est la baisse de la natalité. Aucune naissance n'a été recensée ici entre 2015 et 2017. De leur côté, les parents apprécient les avantages de ce petit effectif. C'est plus cocooning quoi, pour eux. Comme je dis, ils auront le temps après plus tard. Puis nous, si on va aller voir le maître ou la maîtresse, on peut y aller, on peut prendre rendez-vous quand on veut. C'est qu'après, en ville, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que pour nous, oui, c'est bien. Plus d'espace dans la cour de récréation, une cantine rien que pour eux. Les 8 enfants profitent des petits conforts qu'offre cette classe unique qui porte bien son nom. Ils ont de la chance, ces enfants ? Ils ont de la chance dans leur vie au quotidien, bien évidemment, puisque la prise en charge est tout de même très agréable. Mais je ne crois pas que ce soit l'objectif de se retrouver avec des classes uniques de 8 enfants dans des villages. Après, pourquoi fermeture de ces classes? Prenons le problème plus en amont. S'il y a moins de classes et qu'il y a moins d'enfants, c'est que les familles quittent effectivement ces territoires ruraux. Pourquoi ils les quittent? Il y a un problème sans doute de mobilité pour aller travailler. Ces villages sont loin, le travail n'est pas sur place, donc obligé de prendre sa voiture. C'est des trajets longs, coûteux. Donc ça fait partie de la désertification de ces territoires. Il y a aussi, on parle souvent de cette fracture numérique. On se retrouve souvent avec des territoires où l'accès au numérique est très compliqué. Ça ne fait pas rester les familles, bien évidemment. Donc je crois que les problèmes sont à traiter en amont, pour faire revenir les familles et pour qu'il y ait des enfants dans ces classes. Donc pour éviter la fermeture de ces classes, il faut travailler sur d'autres sujets en parallèle. Un autre sujet dont nous avons parlé tout l'été et qui n'a pas épargné notre région, c'est la sécheresse. Cette semaine a de nouveau été marquée par de violents incendies à Bédenac, en Charente-Maritime, où plus de 205 hectares de forêt ont été détruits, comme vous le voyez sur ces images. Autre conséquence de la sécheresse, les réserves d'eau potable sont de plus en plus basses. Justement, allons faire un tour du côté de Guéret, où la mairie vient d'interdire la baignade à l'étang de Courtille. Pourquoi ? Eh bien, pour y pomper de l'eau et alimenter les robinets des habitants. On regarde et on en reparle juste après. Le pompage a commencé, mais cela ne veut pas dire que Courtille coule déjà au robinet. Il faut d'abord adapter la station de pompage voisine de l'étang au traitement de cette ressource particulière, car cette station a certes été initialement conçue pour Courtille, mais depuis 10 ans, elle n'a filtré que les eaux de la Gartempe. Il s'agit donc pour le moment d'une phase de test. Nous avons commencé à faire des traitements au charbon actif, des traitements au chlore, et nous continuons tous les traitements de réglage pour avoir une eau parfaite à la sortie de l'usine, quand toute cette étude et cette mise en place sera effective. Traiter une eau de baignade stagnante, ce n'est pas la même chose que traiter l'eau d'une rivière. Traitement des matières organiques par préozonation, décantation pour évacuer les boues, filtration au sable, puis désinfection au chlore. À ceci va s'ajouter du charbon actif pour évacuer les cyanobactéries et le goût de vase. Un ensemble d'étapes qu'il faut affiner pour avoir une eau parfaite.
l'eau est de bonne qualité et est traitable. Donc ça, on a confirmation des services de l'État là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, on nous dit qu'elle est traitable, donc on continue à travailler pour que l'eau soit de très bonne qualité sur Guéret. Les tests vont se poursuivre pendant une semaine, après quoi l'Agence régionale de santé pratiquera des analyses avant de valider la potabilité de l'eau. À partir de ce moment-là, les Guérétois pourront boire leur lac en toute sécurité. À raison de 250 000 m3 disponibles, il y en aura pour environ 3 mois. Alors comment vous réagissez à ce reportage? On voit qu'on en est réduit à envisager de boire l'eau de nos étangs. Écoutez, je crois que c'est la parfaite illustration de l'urgence climatique. Conséquence du réchauffement climatique. À la fois en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un rapport très intéressant avec Climatera, le rapport du GIEC qui nous dit augmentation de plus 1,5 degré au mieux de nos températures, qui effectivement va nous amener à des situations encore plus catastrophiques que ça. 87 départements, je crois, en France cet été ont été en restriction d'eau. C'est énorme et ça ne fera qu'augmenter. En 2050, dans la zone Grand Sud-Ouest, puisque c'est un territoire qui est le plus touché en France, en 2050, il faudra diminuer notre consommation d'eau de 50%, imaginez. Donc il faut trouver des solutions. Il va falloir qu'on s'habitue. Non, il va falloir, hélas, qu'on s'habitue, mais il va falloir surtout trouver des solutions. On ne peut pas manquer d'eau, ça paraît aberrant. Donc des solutions, c'est quoi? C'est un nouvel usage de l'eau, peut-être, au quotidien. Chaque individu, ne plus gaspiller l'eau. Peut-être qu'on en consomme trop, pas pour boire, bien évidemment, mais laver sa voiture. Est-ce que c'est vraiment très utile par les temps qui courent? Les fuites d'eau aussi, au niveau des collectivités, sont à pourchasser, si je puis dire. L'agriculture? L'agriculture, c'est parfaitement, j'allais y venir. Est-ce qu'il faut changer de culture? On sait très bien que, par exemple, la pomme de terre, le maïs est extrêmement gourmand en eau. Donc, petit à petit, l'agriculture va devoir aussi s'adapter à cette sécheresse, parce que sinon, nos agriculteurs ne vont jamais s'en sortir. On voit certains sont dans des situations dramatiques aujourd'hui à cause de la sécheresse. Et les aides de l'État, vu l'aggravation de la situation, ne pourront pas constamment être possibles. Donc, adapter effectivement cette culture. Après, il y a aussi une solution qui est intéressante, c'est utiliser l'eau de pluie. En France, la récupération d'eau du pluie est très peu utilisée. On est à 20 000 m3 par jour en France. En Italie, nous sommes à 800 000 m3 par jour. Tant qu'il pleut, il pleut encore. Sans doute que c'est une solution. Alors peut-être pas pour de l'eau potable, mais en tout cas pour de l'arrosage et pour d'autres usages, utilisons davantage et récupérons davantage l'eau de pluie. Alors pour sensibiliser face au dérèglement climatique, le festival Climax qui se tient jusqu'à demain à Bordeaux propose de nombreuses tables rondes avec comme invité d'honneur Raoni Metuktir, figure de la protection de la forêt amazonienne en prise à de terribles incendies depuis le début de l'été. Sa présence, c'est tout un symbole. Il s'était notamment rendu au G7. Bien sûr, il s'était rendu au G7, il s'était rendu à plusieurs endroits. C'est une figure qui nous alerte, qui vient nous alerter, nous, Français, Européens et dans d'autres pays, ce que je vous disais, de cette urgence climatique, effectivement. Et pour limiter la production de gaz à effet de serre, ça passe notamment par les transports et les transports publics. Sophie Panonacle, regardons cette image, celle du Phébus, le bus à hydrogène à l'énergie 100% recyclable commandé par la ville de Pau. Il sera mis en service à la fin de l'année et on reste dans les Pyrénées-Atlantiques où maintenant les transports propres, c'est du concret. Le trambus qui relie Bayonne à Biarritz est désormais en service. La rentrée des classes a sonné pour lui aussi. Le trambus est en circulation depuis ce lundi matin sur l'agglomération du BAB. Une première ligne qui circule entre Bayonne Nord et Biarritz Centre avec 9 bus 100% électriques. Ça va vite. Je suis assez convaincu, ça a l'air assez moderne. Il y a beaucoup de monde là pour un premier jour, donc c'est plutôt pas mal. On l'a trouvé en effet très fiable. La température était un peu fraîche, mais enfin sinon c'était très sympathique. Il y aurait peut-être un réglage des feux, parce que je m'aperçois que quand même ils s'arrêtent un peu trop avant qu'ils aient l'autorisation de franchir les carrefours. Avec une fréquence promise toutes les 10 minutes et un tarif inchangé, l'objectif est de modifier les habitudes de déplacement. Beaucoup d'usagers ont fait le test. Comme j'ai une voiture, je prends très rarement le bus auparavant. Et là, je veux m'habituer à prendre le trambus parce que pour aller dans les grandes surfaces.
Pour cette première journée, les trambus ont cumulé quelques retards malgré une circulation à 60% en site propre. La semaine devrait pouvoir permettre de gérer, de régler ces petits couacs, qui ne sont pas liés d'ailleurs au véhicule lui-même, puisque le véhicule fonctionne parfaitement bien, mais parfois ce sont peut-être encore quelques difficultés liées à des véhicules parasites qui peuvent être sur la voie du trambus et qui peuvent mettre le trambus un petit peu en retard. Seul le trambus peut circuler sur les voies dédiées, les taxis et les vélos n'y sont pas autorisés. Sophie Panonacle, je rappelle, vous êtes députée En Marche de la 8e circonscription de la Gironde. Alors, est-ce qu'il faut généraliser ces transports propres ? Quelque chose d'intéressant a été dit dans le reportage, modifier nos habitudes de transport. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. 2040 va sonner la fin des véhicules thermiques. Donc, comment abandonner la voiture ? Comment se déplacer ? En tout cas, aujourd'hui, jusqu'à 2040, il faut s'adapter. Il y a le covoiturage, qui est une solution intéressante. Je crois, si vous voulez, les deux expériences Biarritz et j'ai oublié l'autre ville. C'était Pau, voilà, merci. Sont très intéressantes, mais je crois que sur chaque territoire, il y a des solutions différentes. Il faut adapter la meilleure solution de transport à chaque territoire. On ne va pas mettre le même transport sur Bordeaux peut-être. Voilà, et vraiment réfléchir au territoire, comment on peut désenclaver ces territoires avec des mobilités effectivement propres. Donc on parlait du covoiturage. Il y a aussi les mobilités de proximité. La plupart des trajets en voiture sont des trajets les plus courts, de moins d'1 kilomètre. Ne peut-on pas utiliser le vélo ? Sans doute que si, à condition qu'effectivement nous ayons des pistes cyclables qui soient sécurisées. On n'amène pas ses enfants le matin à l'école sur la route, ça n'a pas de sens. Donc améliorons les pistes cyclables. Là, le vélo peut être un moyen de transport très intéressant et en plus qui fait du bien pour la santé. Comment fait-on lorsqu'on habite à la campagne ? C'est plus compliqué, effectivement. C'est plus compliqué. Sans doute que l'on pourrait développer là aussi des systèmes de bus qui existent déjà, mais développer les lignes, développer les fréquences également. Un bus qui part le matin et qui rentre le soir, pourquoi pas. Quand j'étais jeune étudiante, mes grands-parents habitaient Saint-Symphorien et je prenais le bus pour faire Saint-Symphorien-Bordeaux pour aller à la faculté. Ma foi, je n'avais pas de voiture et je m'en sortais très bien, donc peut-être qu'il faut redévelopper le bus. On a aussi abandonné un grand nombre de petites lignes ferroviaires qui étaient très intéressantes pour le désenclavement. Je ne sais pas s'il faut y revenir, ce sont des budgets énormes, mais il faut trouver des solutions pour les territoires ruraux, c'est une évidence. Alors avant de refermer cette page consacrée au transport, je vous propose cette image, celle du premier Conseil des ministres pour Jean-Baptiste Djebbari. Le député de Haute-Vienne a été nommé secrétaire d'État au transport. Il s'était notamment engagé pour le désenclavement de Limoges. C'est un atout pour le territoire qu'il soit nommé à cette fonction ? Écoutez, je crois que Jean-Baptiste Djebbari n'a pas attendu d'être secrétaire d'État pour s'occuper de ce dossier, effectivement. Il a travaillé de longue date. C'est un dossier qui suit de près. Ce qu'il a dit, c'est qu'il ne veut pas en faire un dossier politique. Il s'agit effectivement d'étudier, de faire des études de faisabilité, des études de financement. Je sais que le président Rousset compte effectivement sur son appui pour arriver à sortir ce dossier. Monsieur le secrétaire d'État fera bien évidemment, une fois que ces études seront faites, le maximum pour apporter son appui à ce projet. Vous parliez également de transport ferroviaire. Il faut en faire plus pour le maintien, la rénovation des petites lignes ? C'est très important. Nous avons une ligne Bordeaux-Arcachon qui fonctionne extrêmement bien. C'est la première ligne la plus fréquentée de Nouvelle-Aquitaine. Donc oui, il faut effectivement prioriser le développement de ces petites lignes. Et puis, il y a un projet aussi intéressant, c'est l'hydrogène. Pourquoi pas continuer à travailler sur l'hydrogène, développer, il y a des expérimentations en cours. Je crois que l'hydrogène est également, et les trains hydrogène aussi, également une solution d'avenir pour arriver à la neutralité carbone et au désenclavement de l'ensemble des territoires. Alors c'est maintenant l'heure de notre instant web. Alors je vous propose d'ouvrir grand vos oreilles. Vous risquez d'être surprise par ce sosie vocal. Jean-Baptiste Guégan imite à la perfection la voix de son idole. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Oh Marie, si je pouvais, oui, dans tes bras nus me reposer. Mais moi j'ai commencé à chanter, je devais avoir 14-15 ans. Pour la première fois et après voilà, petit à petit j'ai fait des petites soirées par-ci par-là en Bretagne puisque je suis breton et là ça fait 20 ans que je fais ça
parce que là, ça fait un an que je suis un peu plus d'un an, 2 ans que je suis sur les routes pour faire les zéniths là, qui vont arriver bientôt. Johnny, c'est quelqu'un qui a été pour moi, dans ma vie, quelqu'un de très important. Voilà, qui m'a, je dirais pas qui m'a sauvé, parce que voilà, c'est un grand mot, mais qui m'a beaucoup aidé, voilà, dans ma vie. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là à rendre un hommage. C'est mon père spirituel, on peut dire ça comme ça, en quelque sorte. Oui. Ce qu'on a en commun. Moi, je pense qu'on a des similitudes de vie qui sont un peu, qui sont pas faciles. Voilà. Mais alors là, vraiment, je continue à le faire vivre. Oui, bien sûr, je comprends l'engouement qui peut se passer, mais petit à petit, j'essaye vraiment de devenir le Jean-Baptiste Guégan quand même, le chanteur à part entière. Évanouie mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et il y en a un qui va pouvoir continuer de chanter. Le tribunal correctionnel de Rochefort, en Charente-Maritime, a sauvé la tête de Maurice, le désormais célèbre coq de l'île d'Oléron, accusé de chanter à toute heure. Le coq Maurice pourra continuer ses vocalises matinales. Le tribunal de Rochefort a tranché ce matin. Un soulagement pour la propriétaire du gallinacé. On a fait un beau combat. Comme dit l'autre, on fait un combat de coq. Hein. Ouais. Maurice s'est battu pendant 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est un soulagement pour tout le monde parce qu'on attendait ça avec impatience. Voilà, le coq Maurice, il va pouvoir rechanter. Voilà, et il va rester à la maison. Faute de preuves, la juge a débouté les plaignants. Ils sont condamnés à verser 1 000 € de dommages et intérêts. Le combat du coq Maurice a démarré il y a 2 ans et demi à Saint-Pierre-d'Oléron. Des résidents secondaires se plaignaient des nuisances sonores du coq tous les matins à 6h30. Une affaire au retentissement international qui s'est terminée devant les tribunaux. Les plaignants absents ce matin à la lecture du délibéré ont réagi par téléphone. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. On savait pertinemment que cette personne avait trop de personnes derrière elle pour faire quelque chose. Hein. Pour l'avocat de la défense, ce jugement du tribunal, c'est la victoire de la ruralité. C'est une excellente décision parce que c'est un tribunal du quotidien qui prend la décision et qui dit à tous les citoyens maintenant un bruit de voisinage qui pourrait vous déranger, pour que vous soyez très ennuyé et que vous alliez voir le maire ou que vous alliez voir le juge, il faut vraiment que ce soit insupportable et que vous ayez des preuves. Le coq Maurice, qui s'est tu durant tout l'été, va dorénavant chanter en toute légalité. Alors, une réaction sur ce coq Maurice ? Écoutez, moi personnellement, je suis ravie qu'il continue à chanter, pauvre coq, et surtout qu'il chante encore plus fort à partir du 20 septembre pour soutenir notre équipe de France de rugby qui porte le coq sur leur maillot. Donc, vive le coq Maurice. Je reviens sur ces bruits de nos campagnes. Il y a le maire de Gajac en Gironde qui souhaite les inscrire au patrimoine national. Est-ce qu'il faut en arriver jusque-là ? Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut améliorer le vivre ensemble. Quand on vit à la campagne, eh bien oui, il y a des bruits. Il y a les bruits du coq, il y a les bruits des cigales et il y a tout un tas d'autres bruits. On vit à la campagne, on accepte ça et on accepte de ses voisins qu'il ait des poules, des coqs. Voilà, c'est simplement un peu de vivre ensemble, d'intelligence, de voisinage. Est-ce que ça va trop loin, ces procès ? Ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a pas de sens. Et puis, si vraiment on est gêné par la voix du coq, eh bien, habitons en ville. Mais il y aura d'autres bruits qui, à mon avis, ne sont pas plus agréables, voire beaucoup plus gênants au quotidien. Merci Sophie Panonacle. Je rappelle que vous êtes la députée En Marche de la 8e circonscription de la Gironde. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end sur Noah.